Il y a des gens qui ne cherchent pas la vérité, ils cherchent seulement à contrôler. Ils n'élèvent pas la voix, ils ne frappent pas la table, leur arme est la question déguisée, le questionnement qui cherche à te faire vaciller. T'es-tu déjà surpris à expliquer des choses que tu ne devrais pas avoir à expliquer, à justifier des pensées, des décisions ou des soupçons simplement parce que quelqu'un, avec un sourire répété, te l'a demandé? C'est le piège subtil du manipulateur. Il ne t'attaque pas de front, il te fait douter de ta propre perception, il te soutire des informations pour les utiliser contre toi, il te charge de culpabilité qui ne sont pas les tiennes ou il t'invite à l'oubli, comme si le poids du mensonge pouvait être effacé d'un geste. Cette capacité à déformer la conversation est un mécanisme aussi ancien que le mensonge lui-même, et pourtant nous continuons à tomber. On nous a appris à répondre, à être poli, à justifier ce que nous ressentons, mais personne ne nous forme à détecter quand une question est un hameçon et non une recherche sincère. Le stoïcisme enseigne que le premier terrain que nous devons protéger est notre esprit, la clarté et le pouvoir, le contrôle émotionnel et le bouclier. Tu n'es pas responsable de porter la manipulation d'autrui. Aujourd'hui, tu vas apprendre à identifier les questions qui cherchent à gouverner ta volonté et à répondre avec force, pas avec soumission. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de plier ton jugement avec une phrase déguisée en innocence, tu te souviendras de ceci: ton esprit est à toi, ne le donne pas par courtoisie. Il faut être prêt à couper le fil invisible de la manipulation avant qu'il ne te lie. 1. Reconnais les questions qui cherchent à te manipuler. La manipulation ne crie pas toujours, parfois elle ne fait que murmurer une question. Observe attentivement quand quelqu'un te confronte avec « Pourquoi penserais-tu cela ?» Le geste est souvent accompagné de sourcils légèrement arqués, d'une légère inclinaison vers l'avant, comme s'il cherchait à te lire, comme si le poids de cette question était le tien et non le leur. Ce n'est pas une curiosité innocente, c'est une tactique de diversion. À ce moment-là, la conversation ne porte plus sur les faits, mais sur tes motivations, ta capacité de perception, ton droit de douter. Tu sens la pression s'accumuler dans ta poitrine, comme si tu devais justifier chaque pensée que tu as. C'est ici que ta clarté mentale est mise à l'épreuve, ne cède pas ce terrain. Le véritable contrôle commence lorsque tu reconnais que cette question ne cherche pas des réponses, mais des faiblesses. Le silence est aussi une réponse puissante. Ensuite vient la tentative d'extraction d'informations. Qui t'a dit ça? Il ne s'agit pas de la vérité, mais de tracer des lignes, d'identifier des menaces, d'isoler. Observe le changement dans les yeux, le léger durcissement de la mâchoire, la tension dans les épaules. Ils veulent des noms, ils veulent des voies d'accès, ils veulent savoir où se trouve la fuite dans leur réseau de mensonges. Tu n'as pas à livrer personne ni à expliquer tes sources. L'intégrité consiste précisément à ne pas exposer les autres pour te sauver toi-même. Lorsque tu gardes la bouche fermée face à cette question, tu deviens un mur. Les menteurs détestent les murs, ils préfèrent les portes ouvertes. La confiance se gagne dans le silence bien placé. Ensuite, la manipulation émotionnelle se manifeste par une phrase déguisée en préoccupation. « Veux-tu vraiment gâcher tout ça ?» Ici, le ton devient généralement plus doux, presque paternaliste. Le corps se penche vers toi, les mains cherchent le contact ou soulignent la gravité supposée de la situation. C'est une accusation déguisée. Soudain, le poids de la culpabilité veut s'installer dans ta conscience. Le message est clair. Si tu insistes, c'est toi qui détruis, pas eux avec leurs mensonges. N'achète pas cette dette émotionnelle. La culpabilité des autres est un fardeau qui ne t'appartient pas. Répète-toi, je n'accepte pas les charges injustes. C'est une phrase courte, mais elle te redonne le contrôle. Personne n'a le droit de manipuler ton sens de la responsabilité pour cacher sa vérité. Enfin, l'évasion déguisée en réconciliation, ne pouvons-nous pas simplement oublier tout cela? L'air devient dense, les sourires forcés tentent d'adoucir une fracture réelle. Tu remarques les mains agitées, les yeux qui évitent le contact direct, la hâte de passer à autre chose. Oublier n'est pas guérir, c'est balayer sous le tapis. Chaque fois que tu acceptes cette proposition, la dette émotionnelle grandit. L'esprit stoïcien ne craint pas le conflit nécessaire. Affronter la vérité coûte, mais céder coûte plus. Ça coûte du caractère, ça coûte de la dignité,
ça coûte de la tranquillité future. Ne te précipite pas pour fermer des chapitres sans les avoir lus en entier. Reconnaître ces questions, les voir pour ce qu'elles sont vraiment, c'est un entraînement mental. C'est apprendre à filtrer, à distinguer entre le dialogue et la manipulation, entre la préoccupation authentique et la stratégie de contrôle. La prochaine fois que tu remarques une question suspecte, ne réponds pas immédiatement. Observe, ressens le poids, reconnais le mécanisme. C'est là que commence la véritable liberté, en détectant le piège avant de le piétiner. La meilleure défense est un esprit éveillé et une volonté ferme. Personne ne peut te faire douter de toi-même sans ton permission. 2. Ne pas expliquer ce que tu ne devrais pas justifier. Personne ne te doit d'explication pour exister, et tu n'as pas non plus à justifier qui tu es ou ce que tu penses. Voici la dure réalité, chaque fois que tu cèdes à la pression de te justifier, tu ouvres la porte à quelqu'un d'autre pour gérer ta dignité. Tout ce qu'on te demande ne mérite pas de réponse et encore moins d'explication. Le jeu de la manipulation commence lorsque tu acceptes la prémisse que tu dois rendre compte de chaque pensée, de chaque soupçon, de chaque doute légitime qui traverse ton esprit. Le mécanisme est clair: si on réussit à te mettre sur la défensive, on te coince dans un espace mental où tu as besoin de prouver que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens ou de penser ce que tu penses. C'est le moment où tu perds le contrôle du dialogue et pire encore de ton propre récit interne. Du point de vue de la psychologie profonde, on comprend que la compulsion à expliquer naît du besoin d'approbation et de l'illusion de sécurité. On nous éduque à croire que donner des explications est synonyme d'honnêteté. Mais dans le domaine de la manipulation, expliquer devient un piège. Le manipulateur cherche à ce que tu te justifies pour trouver des failles. Plus tu parles, plus tu es exposé. Chaque explication est une information gratuite qui peut être utilisée contre toi, reformulée, réinterprétée ou même stockée pour te faire pression plus tard. C'est pourquoi la stratégie stoïcienne s'oppose à la racine: choisis avec précision ce que tu expliques et ce que tu ne fais pas. Seul l'essentiel mérite d'être partagé, le reste est du matériel sensible qui protège ton intégrité. Distinguer entre ce que tu dois expliquer et ce que tu ne dois pas est une question d'autorité. Tout ce qu'on te demande n'est pas légitime. Toute question ne mérite pas une réponse détaillée. Demande-toi ce qu'ils cherchent avec cette demande d'explication. Veulent-ils une véritable compréhension ou cherchent-ils une vulnérabilité à attaquer? L'analyse honnête indique que dans des environnements manipulateurs, la justification constante devient un drain émotionnel. Tu finis par être épuisé, doutant de ton propre jugement, cédant du terrain sans que l'autre ait prouvé qu'il le mérite. La meilleure défense ici est de tracer des limites mentales claires. Je n'explique pas ce que je ne dois pas justifier. Cette phrase est une armure et un rappel. Répète, je ne justifie pas ce qui est légitime en moi. Quand tu arrêtes de te justifier pour chaque pensée, tu récupères de l'énergie. Tu arrêtes d'investir dans la défense de tes perceptions et tu commences à investir dans ton propre développement. Défendre ton droit à la réserve, au silence, au mystère même, est un acte de maturité. Celui qui a besoin que tu expliques tout le temps ne cherche pas la connexion, il cherche le contrôle. Celui qui respecte tes silences respecte ton autonomie. Il y a ceux qui confondront ta fermeté avec de l'arrogance, mais c'est simplement de la clarté. Ne t'épuise pas à clarifier ce que l'autre ne veut pas comprendre de bonne foi. L'honnêteté n'est pas synonyme d'exposition totale. Protéger ton espace interne est une priorité, pas un caprice. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te perturber. Expliquer ce qui n'est pas nécessaire, c'est laisser ta paix entre les mains des autres. Fais l'exercice pratique: la prochaine fois que tu ressens la pression de te justifier, arrête-toi. Respire. Demande-toi si l'explication est vraiment nécessaire ou si elle n'est qu'un outil pour que l'autre prenne l'avantage. Coupe la chaîne des justifications inutiles. La clarté ne se démontre pas en expliquant, mais en restant cohérent avec tes valeurs. Personne ne peut te manipuler si tu ne donnes pas tes clés. La fermeté de ton silence est une protection, pas une faiblesse. Souviens-toi, celui qui contrôle ses explications contrôle son destin. 3. Ne donne pas d'informations à celui qui la déforme.
Je ne vais pas adoucir cela, le plus destructeur n'est pas le mensonge d'autrui, mais l'impulsion de lâcher des informations à celui que tu sais déjà qu'il va les utiliser contre toi. Il y a une partie en nous qui veut croire que cette fois-ci sera différente, que l'autre écoutera avec honnêteté, que si tu expliques suffisamment, si tu montres tes cartes, tu obtiendras justice ou même respect. Cette partie est naïve, et cette naïveté coûte cher. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est le piège interne de vouloir que le monde soit juste alors que tu as déjà des preuves qu'il ne l'est pas. Le conflit n'est pas seulement externe, c'est la lutte interne entre ton désir d'être compris et la réalité froide que face à certaines personnes, chaque mot que tu cèdes est une arme que tu retournes et aiguisée contre toi-même. Quelqu'un qui déforme ce que tu dis n'a pas besoin de beaucoup pour te retourner, il lui suffit d'un fait, d'une phrase incomplète, d'un moment de faiblesse. Le mécanisme est évident quand tu oses le regarder en face, tu parles, l'autre écoute avec cette fausse attention, le regard mi-clos qui n'absorbe pas pour comprendre mais pour réinterpréter. Ensuite, les mots que tu as donnés reviennent déformés, utilisés pour mettre en doute ton caractère, manipuler ton image ou semer le doute sur ton intention. L'erreur est de penser que plus d'explications résoudront le problème. Tout ce qu'elles font est de nourrir la distorsion. À ce stade, tu le sais, tout ce que tu racontes sera utilisé pour te discréditer, jamais pour se rapprocher de la vérité. Tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui joue à tordre les faits. La confiance n'est pas de la naïveté, c'est du calcul froid. Si quelqu'un a déjà prouvé que ta vérité ne lui sert que de matière à mélanger et à déformer, qu'est-ce qui te fait penser que la prochaine fois il ne fera pas la même chose ? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'entraînement. Il faut arrêter de se justifier devant ceux qui ne cherchent pas à comprendre, mais à tirer profit. L'auto-illusion la plus dangereuse est de croire que l'autre changera si tu es suffisamment clair. Ça ne va pas arriver. Les menteurs professionnels vivent du matériel que tu leur donnes, ils construisent toute leur narration à partir de ce que tu lâches sans filtre. Chaque fois que tu tombes, le prix est ta tranquillité. Essaye de te rappeler combien de fois tu as fini par défendre ce que tu n'as jamais dit, à clarifier ce que tu n'as jamais pensé, pris au piège dans des disputes où l'enjeu n'est pas la réalité, mais la version tordue que l'autre construit avec tes propres mots. La vulnérabilité mal gérée est un luxe coûteux. Tout le monde ne mérite pas ton ouverture. Protéger tes informations n'est pas de la méfiance pathologique, c'est du respect pour ta propre valeur. La fermeté commence quand tu arrêtes de nourrir le prédateur avec ta transparence. Le silence n'est pas de l'évasion, c'est de la stratégie. Tu n'as pas à te soumettre à des interrogatoires émotionnels, ni à donner des détails sur tes pensées, plans ou relations à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il déforme tout ce qu'il reçoit. Il y a des personnes qui ne cherchent pas le dialogue, seulement du matériel pour manipuler. Coupe la source. Une fois que tu comprends cela, la décision devient simple, bien que inconfortable, tu arrêtes de parler là où il n'y a que de la distorsion. Il ne s'agit pas de vivre sur la défensive, mais de filtrer avec précision. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à tes vérités. L'information et le pouvoir, ne donne pas tes clés. Ce que tu donnes sans filtre, tu le perds pour toujours. Reste ferme, même si on t'accuse d'être froid ou distant. Je préfère le froid de l'autodéfense à la naïveté qui te laisse exposer. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de se taire par intelligence. Le respect de soi commence quand tu arrêtes d'expliquer ce que l'autre ne veut pas comprendre, et que tu prends soin du prix de tes mots comme tu prends soin du prix de ta paix. 4. Ne porte pas de culpabilité qui ne te revienne pas. Traîner une culpabilité étrangère est comme marcher avec les poches pleines de pierres que tu n'as pas choisies. Tu ressens le poids, mais tu ne te souviens pas quand, ni pourquoi tu as commencé à les ramasser. Le plus curieux est que la majeure partie de ce fardeau ne correspond même pas à tes propres erreurs, mais à celles que d'autres ont soigneusement déposées dans tes mains, sous le déguisement de l'inquiétude, de la déception ou de la responsabilité partagée. Il y a un mécanisme invisible, mais dévastateur, qui se met en marche lorsque tu permets que les paroles d'un autre sèment le doute sur ta valeur ou ton droit de questionner. Il ne s'agit pas seulement de la phrase directe, mais de l'écho qu'elle laisse dans ton esprit, une sorte de dette émotionnelle qui signe ton nom sans ton consentement.
La culpabilité est un outil puissant pour le manipulateur, car il n'a pas besoin de preuves ni d'arguments, il lui suffit de suggérer que ton action, ton doute ou ton refus a mis en danger quelque chose de précieux. Ainsi, tu deviens le porteur d'un fardeau qui n'est pas le tien, et tu commences à ajuster tes pas pour ne rien briser, bien que le véritable dommage ait été fait avant même que tu n'entres en scène. Reconnaître quand la culpabilité est légitime et quand elle est une marchandise étrangère nécessite un degré d'auto-honnêteté brutale. Il y a un réflexe presque automatique, appris depuis l'enfance, qui nous pousse à revoir chaque décision, chaque mot, à la recherche de notre propre erreur avant de regarder l'intention de l'autre. Cette tendance à l'auto-accusation est le terrain fertile où germe la manipulation. Le menteur astucieux le sait, et en profite, il se faufile par la porte de ton auto-exigence, sème l'idée que tu aurais pu faire mieux, que peut-être ton doute est destructeur, que ton refus de céder est le véritable problème. Mais ici, la psychologie profonde nous oblige à nous arrêter et à regarder en face. Est-ce vraiment à toi de réparer ce que tu n'as pas provoqué? C'est la seule question qui compte. Le reste n'est que du bruit conçu pour te faire perdre en clarté. La culpabilité étrangère se camoufle en phrases douces, en attentes tacites, en regards qui demandent des explications sans le dire. Elle commence comme un léger inconfort et se termine comme une fracture de ton estime de soi, car chaque fois que tu acceptes ce fardeau, tu renforces l'idée que ton jugement est moins valable que le confort ou l'image de l'autre. Le problème n'est pas de ressentir de la culpabilité. Le problème est de la ressentir pour ce que tu n'as pas fait, pour ce qui ne t'appartient pas, pour ce que tu ne peux pas contrôler. L'entraînement stoïcien consiste à filtrer, à analyser avec précision de chirurgien si la culpabilité que tu ressens provient d'une véritable faute ou d'une manipulation bien exécutée. Lorsque tu apprends à identifier la différence, tu récupères du terrain. Lorsque tu refuses de porter les culpabilités étrangères, tu commences à vider tes poches pour pouvoir avancer sans fardeau. C'est ici que ta maturité émotionnelle est mise à l'épreuve. Ne pas porter de culpabilité qui ne te revienne pas est un acte de défense de soi, pas d'égoïsme. Certains t'accuseront d'être insensible, de froid, de ne pas comprendre la valeur des relations, mais toute relation saine se construit sur la clarté et la responsabilité, pas sur le chantage émotionnel. Je n'accepte pas les culpabilités qui ne sont pas les miennes. C'est une ligne de feu et de dignité. Souviens-toi de cela chaque fois que tu te sens tenté de céder au discours du sacrifice unilatéral. Le respect de soi commence lorsque tu refuses l'invitation à être le bouc émissaire des erreurs et des peurs d'autrui. Laisser le fardeau à sa place n'est pas abandonner, c'est choisir de ne pas hypothéquer ta paix pour couvrir des dettes émotionnelles que tu n'as pas signées. La véritable liberté, à ce stade, n'est pas l'absence de culpabilité, mais la capacité de la purifier, de distinguer entre ce qui est propre et ce qui est imposé. Il faut entraîner le muscle de la responsabilité réelle, pas celui de la culpabilité automatique. Chaque fois que tu refuses de porter ce qui n'est pas à toi, tu renforces ton caractère et récupères de l'énergie pour ce qui dépend de toi. Accepter les culpabilités étrangères, c'est renoncer à ton droit à la vérité. Protège-toi de la manipulation la plus silencieuse, celle qui te fait douter de ta valeur en échange d'une fausse harmonie. Tout ce qu'on te propose comme dette n'est pas à toi. Je ne suis pas un dépôt de culpabilité étrangère. Garde cette phrase. C'est la clé pour avancer plus léger, pour sortir du cercle et marcher, enfin avec une démarche assurée. 5. Garde ton calme face aux tentatives d'évasion. Un café à moitié terminé, la table avec des traces de doigts sur le verre, l'horloge avançant lentement sur le mur d'un bureau quelconque. Quelqu'un te regarde, cherche ton attention tout en fouillant dans son sac ou en regardant son portable. Tu as souligné une contradiction, une donnée qui ne correspond pas, et l'atmosphère se tend pendant quelques secondes. Le visage de l'autre change, le regard devient fuyant, les mains bougent plus que d'habitude, un sourire forcé apparaît pour cacher le malaise. Soudain, la conversation tourne, mieux vaut laisser tomber, ça ne vaut pas la peine de continuer à discuter. Pourquoi t'accroches-tu autant à ce sujet? Ou le classique, je n'aime pas me battre, parlons d'autre chose, d'accord? La tentative d'évasion est aussi palpable que le silence qui s'installe ensuite. Il n'y a pas de réponse claire,
seulement une hâte de clore le sujet sans le résoudre. À ce moment-là, le cœur peut s'accélérer, la mâchoire se tend, et la tentation d'insister, d'exiger des explications, de chercher une réponse claire là où il n'y a que des évasions. Mais là, juste là se creuse la faille par laquelle s'infiltre la manipulation. On ne t'invite pas à la paix, on te pousse à l'oubli forcé. La gestion de l'évasion n'est pas un jeu d'intelligence, mais un test de maîtrise de soi. L'autre veut que tu perdes ton calme, que l'inquiétude te fasse trébucher, et que tu finisses par céder, acceptant que la conversation meure sans vérité. Le plus facile est de se laisser emporter par l'impulsion, et de monter le ton, de laisser la frustration prendre les rênes, et d'exiger ce qui ne va pas arriver. Mais chaque fois que tu tombes dans ce piège, tu t'épuises, tu investis de l'énergie dans une bataille perdue avant de commencer, et l'évadeur gagne du terrain. Rester serein ne signifie pas se résigner, ni se laisser piétiner. Cela signifie savoir identifier le moment exact où l'évasion devient une tactique et non une simple gêne. Lorsque tu le détectes, respire profondément, sens comment l'air apaise la pression dans ta poitrine. Ton autocontrôle est ton bouclier, un esprit tranquille est impossible à manipuler. Observe les détails, le mouvement des yeux, la façon dont il évite ton regard, la rapidité avec laquelle il change de sujet ou introduit une blague pour adoucir l'atmosphère. Tout est conçu pour diluer le focus. L'objectif est que tu te distrais, que tu baisses la garde, que par fatigue ou par désir d'éviter le conflit, tu acceptes la clôture en faux. Ici, la fermeté est la clé. Tu n'as pas besoin de hausser la voix ni de prolonger la discussion jusqu'à l'épuisement. Il suffit de faire clairement comprendre, de manière simple et percutante, que tu reconnais la tentative d'évasion et que tu ne la cautionnes pas. Une phrase courte peut faire la différence, le sujet reste en suspens. Ce n'est pas une menace, c'est une déclaration de principe. C'est laisser entendre que ton attention ne se disperse pas facilement. L'entraînement stoïcien ici ne consiste pas à devenir de pierre, mais à apprendre à résister à la tentation de se battre sur le terrain de l'autre. Il y a un espace interne que tu dois protéger, le calme qui te permet de ne pas réagir, mais de répondre, de ne pas accuser, mais d'affirmer ton propre critère. L'évasion de l'autre ne t'affecte que si tu perds ton axe et laisses l'anxiété prendre le contrôle de tes décisions. L'autre peut éviter la vérité, mais c'est toi qui décides si tu participes à ce jeu ou si tu conserves ta clarté. Maintenir le calme est la véritable force. L'autocontrôle est une résistance active, pas une passivité déguisée. N'aie pas peur du silence qui suit une évasion. Dans cet espace, ton caractère se forge. Celui qui évite révèle plus qu'il ne le pense, celui qui garde son calme conserve le pouvoir sur lui-même. Si tu cèdes à la hâte de résoudre, tu offres ta paix. Si tu maintiens la sérénité, tu marques le rythme. Ton calme est ta frontière. Ne te laisse pas entraîner sur le territoire de la confusion. L'évasion perd de sa force face à une présence ferme et tranquille. Il ne s'agit pas de gagner la discussion, mais de ne pas te perdre toi-même dans la tentative. Lorsque tu gardes ton calme, l'autre reste seul avec son silence. Toi, en revanche, tu conserves le contrôle de ta dignité et de ta direction. Si, répondez brièvement et sans donner de détails supplémentaires. La brièveté est une arme de précision. Celui qui maîtrise l'art de répondre brièvement se protège de l'épuisement et de la manipulation. Car chaque mot inutile est un matériau que le menteur peut transformer en munition contre vous. Analysez le mécanisme face à une question manipulatrice, l'esprit tend à se justifier, cherche à combler les vides avec des détails, des éclaircissements, des nuances. Cette réaction automatique nourrit l'autre, lui donne des indices sur vos insécurités, vos motivations, votre besoin de validation. En revanche, une réponse brève agit comme un filtre, elle ne laisse pas passer ce que vous ne souhaitez pas partager, elle marque une limite invisible et oblige l'autre à montrer ses véritables intentions. La longueur de votre réponse détermine combien d'énergie vous perdez et combien d'informations vous donnez. Ce n'est pas un simple conseil de communication, c'est une stratégie de défense psychologique. Quand vous êtes confronté à une question conçue pour vous détourner, extraire des informations ou vous faire douter, l'impulsion de vous justifier est presque un réflexe.
Vous voulez expliquer, clarifier, montrer votre bonne foi. Mais voici le piège. Le menteur ne cherche pas votre vérité, il cherche l'angle où vous êtes le plus vulnérable. Plus vous parlez, plus il est facile de manipuler vos mots, de les sortir de leur contexte, de construire une narration à leur avantage en utilisant vos propres détails. C'est pourquoi la réponse concise est un acte de contrôle. Répondre avec le minimum nécessaire ne vous rend pas froid ni évasif, cela fait de vous le maître de votre information et de votre paix. Il ne s'agit pas de répondre par monosyllabe à tout le monde, mais de calibrer cette personne mérite-t-elle l'accès à mes nuances, ou une simple affirmation neutre suffit-elle? Chaque fois que vous choisissez de ne pas donner de détails, vous vous épargnez le coût d'explications futures inutiles. La brièveté préserve votre énergie. La valeur de la réponse courte se multiplie lorsque vous êtes confronté à quelqu'un qui insiste, qui cherche à en savoir plus, qui brandit la curiosité comme un déguisement de contrôle. Ici, la fermeté se mesure non seulement en mots, mais aussi dans la clarté avec laquelle vous maintenez votre position. Un « c'est tout ce que j'ai à dire » est une ligne emblématique. Elle coupe la chaîne de la manipulation. L'autre peut insister, peut feindre l'incompréhension ou essayer de vous pousser à vous étendre, mais votre limite est déjà marquée. En pratique, chaque fois que vous contenez l'impulsion d'expliquer davantage, vous entraînez le muscle de l'autocontrôle. L'esprit analytique reconnaît que tous les vides n'ont pas besoin d'être comblés, que le silence et la concision sont des outils de protection, pas des signes de faiblesse. Protéger vos détails, c'est protéger votre histoire. La brièveté ne signifie pas rigidité ni fermeture absolue. C'est une question d'économie émotionnelle, vous n'investissez que ce qui est nécessaire, vous réservez le reste pour vous. Comprendre cela évite l'épuisement des conversations circulaires, des dialogues interminables, où l'autre ne cherche qu'à ouvrir des fissures dans votre confiance. Une réponse brève est un mur bien placé, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autodéfense consciente. Parlez peu, observez beaucoup. Cette phrase résume l'attitude stoïcienne face à la manipulation. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais d'identifier quand la curiosité est un piège et quand elle est authentique. L'analyse stratégique vous mène à une conclusion simple. Moins vous donnez de détails, moins vous cédez de pouvoir. La brièveté est une protection. La protection est un respect de soi. Au fond, répondre brièvement est une déclaration de principe. Elle définit qui gère vos informations, qui a accès à vos pensées, et quel prix vous êtes prêt à payer pour votre tranquillité. Personne ne valorise ce qu'il obtient sans effort. Si vos réponses sont toujours longues, explicatives et chargées de justifications, vous communiquez la vulnérabilité et ouvrez des portes qui sont ensuite difficiles à fermer. En revanche, lorsque vous répondez avec précision et gardez le reste pour vous, vous vous ancrez dans votre propre axe. L'information que vous ne donnez pas est celle qui ne peut pas être déformée. Répondez brièvement, restez ferme et souvenez-vous, le contrôle commence lorsque vous décidez combien vous partagez et combien vous taisez. 7. Protège tes limites, même dans la conversation. La réalité est brutale, si tu ne protèges pas tes limites, personne ne viendra le faire pour toi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur le respect et l'honnêteté, mais à la fin, chaque fois que tu permets qu'une conversation dépasse ce qui te semble sain, ton silence devient complice de l'abus. Ne te trompe pas, la manipulation entre par la porte que tu laisses ouverte, pas par la force. C'est ton propre manque de clarté qui leur donne la permission d'avancer. Ici, le discours de l'empathie infinie ou le conte de mieux vaut ne pas faire de vagues ne vaut rien. Si tu te tais quand tu devrais dire stop, c'est toi qui subventionnes le mensonge. Il n'y a pas de neutralité dans une conversation où tes limites sont mises à l'épreuve, soit tu te défends, soit tu te rends. Point. Chaque fois que quelqu'un te met la pression, te sonde ou essaie de déplacer tes frontières avec des questions inconfortables, ce qui est en jeu n'est pas seulement ton confort, c'est ta dignité. Vas-tu continuer à accumuler des ressentiments par peur de déranger? Il y a ceux qui se cachent derrière des phrases comme « je ne veux pas être conflictuel » ou « ce n'est pas la peine de se battre pour ça ». Et c'est là que le manipulateur sourit, parce qu'il sait que tes raisons de céder sont son meilleur outil. Ne confonds pas diplomatie avec faiblesse. Une limite floue est une invitation à l'invasion. Chaque fois que tu tolères une question qui te dérange, chaque fois que tu laisses passer une intrusion,
tu renforces l'idée qu'ils peuvent avancer un peu plus. C'est ainsi que l'on perd du terrain, pas d'un coup, mais par abandon quotidien de ton propre espace. N'attends pas que l'autre réfléchisse simplement parce que tu es raisonnable. Celui qui manipule ne cherche pas à comprendre, il cherche à ouvrir des fissures dans ta volonté. Si ta réponse est tiède, si ta limite est ambiguë, ils vont te dévorer. Arrête de justifier le comportement des autres avec des excuses sur leur passé, leur stress ou leur supposée ignorance du mal qu'ils causent. S'ils franchissent ta frontière, c'est parce qu'ils s'en fichent ou parce qu'ils savent que ça ne leur coûtera rien. Chaque conversation est un examen d'autodéfense, ton droit de ne pas répondre, de couper la conversation, de mettre fin à une dynamique toxique est inaliénable. Personne ne reconnaîtra la légitimité de tes limites si tu hésites toi-même à les fixer. Un non clair est un mur, un peut-être est un accès libre. Arrête de donner des accès. Ici, pas de demi-mesure. Si quelqu'un insiste, devient agressif, essaie de te faire sentir coupable de te protéger, son problème n'est pas le sujet, c'est le contrôle. Ne laisse pas qu'on t'entraîne dans des justifications sans fin, ni qu'on te vole de l'énergie en te demandant des explications qu'il ne mérite pas. Le stoïcisme n'est pas passivité, c'est force tranquille, choisis tes batailles, mais ne recule pas d'un centimètre quand il s'agit de ton intégrité. Protège tes réponses, gère ton silence et ne tombe pas dans le piège de être le bon au détriment de ta paix. La maturité émotionnelle ne se mesure pas par combien de fois tu cèdes, mais par la précision avec laquelle tu marques ton territoire. Celui qui ne respecte pas ta limite une fois, ne la respectera jamais. Celui qui ne comprend pas ton non, ne mérite pas ton oui. Ne transforme pas la courtoisie en une sentence de soumission. À la fin de la journée, les limites ne se discutent pas, elles se maintiennent. Tu peux expliquer une fois, mais jamais te justifier jusqu'à l'épuisement. Si l'autre insiste, réaffirme simplement avec sérénité, sans violence, mais sans reculer. Le respect de soi est une décision quotidienne, pas une déclaration occasionnelle. Arrête de chercher la validation chez ceux qui veulent seulement profiter de tes hésitations. L'autodéfense commence dans la conversation, protège ta frontière avec la même sérieux que tu prends soin de ta santé. Personne ne viendra te sauver de ta propre faiblesse. Prends en charge ton espace, parce que chaque fois que tu le cèdes, tu te perds un peu plus toi-même. Ta limite est loi, fais-la valoir. 8. Décide de tes réactions à partir de la clarté, non de la pression. Il y a des moments où je reconnais que la réaction me vient avant la décision. Ce n'est pas quelque chose que j'aime admettre. Dans ces secondes, je ressens la pression comme un ordre silencieux. Réponds, défends-toi, justifie-toi, cède. C'est une urgence qui ne naît pas de la logique, mais de ce ressort interne qui veut éviter le conflit, qui craint de ne pas être suffisant, qui cherche un soulagement immédiat plutôt que la vérité. Je sais parfaitement que chaque fois que je réagis ainsi, je ne choisis rien, je me contente de suivre un scénario que d'autres ont écrit et que mon esprit répète par habitude. Ce sont des années d'entraînement involontaire, répondre rapidement pour ne pas paraître suspect, expliquer pour ne pas être taxé de difficile, céder pour ne pas porter le titre de conflictuel. Mais cette urgence n'est pas de la clarté, c'est un réflexe conditionné, c'est le prix de ne pas avoir fait une pause à temps. La manipulation la plus efficace ne se construit pas sur de grands mensonges, mais sur la pression invisible qui te pousse à réagir avant de penser. L'autre lance la question, tu ressens le stress dans le sang, et sans t'en rendre compte, tu es déjà pris dans la toile qu'ils ont tissée pour toi. Il faut une honnêteté brutale pour reconnaître d'où vient cette hâte. Parfois c'est la peur de perdre l'appartenance, d'autres fois c'est le vieux désir de ne pas décevoir, ou simplement l'habitude de plaire pour éviter l'inconfort. Le menteur compte sur cela, il sait mesurer le moment exact où ton inconfort se transforme en réaction, il sait que s'il réussit à te serrer assez fort, tu répondras par instinct, non par choix conscient. Chaque fois que tu réponds sous pression, ton jugement est relégué au second plan, et le contrôle de la situation passe aux mains de l'autre. Décider à partir de la clarté n'est pas une compétence qui se transmet, ni une attitude qui surgit spontanément. C'est le fruit d'un entraînement à contre-courant, d'apprendre à identifier l'impulsion et à la freiner avant qu'elle ne t'emporte. La clé réside dans ce microseconde entre la question et la réponse, c'est là que toute la différence se joue.
Si dans cet espace tu réussis à suspendre le réflexe, ne serait-ce qu'un instant, la possibilité de choisir apparaît. Décider à partir de la clarté, c'est te demander pourquoi tu veux répondre, pour qui tu le fais, ce que tu essaies d'éviter et si au fond cette réaction te représente ou te protège simplement du malaise temporaire. Il n'y a rien de plus cher que la paix hypothéquée par une réaction précipitée. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est du respect pour ton propre processus, c'est comprendre qu'aucune pression externe ne justifie de te trahir toi-même. La clarté est inconfortable parce qu'elle t'oblige à assumer le coût de tes décisions. Tu ne seras pas toujours aimé, tu ne seras pas toujours compris, et tu ne ressentiras pas toujours un soulagement immédiat. Mais la réaction automatique ne fait que perpétuer le sentiment d'être à la merci de l'environnement, d'être géré par les attentes des autres. Choisir ta réponse, même si cela implique parfois un silence, une pause ou un simple « je n'ai pas de réponse pour le moment », est un acte de récupération de pouvoir. La pression n'a de force que sur celui qui lui accorde ce pouvoir. La véritable maturité consiste à voir la pression, à la ressentir, et pourtant à ne pas lui permettre de décider pour toi. Tout ce qui te presse ne mérite pas ton énergie. Cette phrase est un rappel pour les moments où il semble qu'il n'y ait pas d'option. Te maintenir dans la clarté exige de la patience envers toi-même. Il est probable que tu retombes dans des réactions automatiques, que la pression te gagne parfois, mais chaque fois que tu choisis de faire une pause, tu te renforces. La clarté naît dans la pause, grandit dans l'observation et se consolide lorsque tu décides de répondre à partir de ce que tu es, non de ce que tu crains. La réaction appartient au passé, la décision appartient au présent. Voilà la différence entre vivre en mode défense ou en mode propriétaire de toi. Il ne s'agit pas de devenir un roc, mais quelqu'un qui choisit comment et quand répondre, sans se laisser kidnapper par l'urgence de l'autre. S'entraîner à la pause est la première étape. Le reste est de te maintenir là, même si cela dérange. Chaque fois que tu décides à partir de la clarté et non de la pression, ton comportement te trahit plus que tes mots. Peu importe combien tu parles de discipline, d'autocontrôle ou de force, si au premier obstacle tu perds ton calme. En public, ton caractère se dévoile. Chaque geste, chaque réaction, chaque mot déplacé révèle le niveau de contrôle que tu as sur toi-même. Et cela, plus que ton apparence ou tes réalisations, définit qui tu es vraiment. Le monde observe, mais ne prête pas attention à ce que tu dis, mais à comment tu te comportes lorsque personne ne t'applaudit. Quand on te contredit, quand on t'offense, quand on t'ignore. C'est là que ton tempérament est mis à l'épreuve. Celui qui reste calme alors que les autres perdent la tête démontre sa puissance. Celui qui répond avec sérénité lorsqu'on le provoque démontre sa maîtrise. Celui qui peut résister à l'envie de réagir a déjà gagné une bataille interne que peu réussissent à surmonter. L'autocontrôle n'est pas une faiblesse, c'est une autorité sur soi-même. C'est la différence entre être un esclave de tes émotions ou le maître de ton destin. Les stoïciens le savaient, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Tous ont compris que le respect se gagne sans crier et que la force se démontre sans violence. Parce que tandis que les faibles s'exposent, les sages se retiennent. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu feignes la tranquillité, mais à ce que tu la construises de l'intérieur. Parce que chaque fois que tu réagis avec calme, que tu choisis le silence plutôt que la plainte et la retenue plutôt que l'impulsivité, tu renforces ton caractère. Et dans un monde où tout le monde cherche à attirer l'attention, la véritable autorité appartient à celui qui n'en a pas besoin. Reste jusqu'à la fin, car lorsque tu apprendras à te contrôler, rien ni personne ne pourra te contrôler. 1. Réponds calmement. L'esprit est comme un verre rempli jusqu'au bord. Le moindre mouvement brusque fait déborder. Chaque mot déplacé, chaque réaction impulsive est un rappel que tu n'as pas encore le contrôle total de ce verre qu'est ton esprit. Le maintenir fermement ne signifie pas qu'il n'y a pas d'émotions à l'intérieur, mais que tu as appris à les tenir avec stabilité. L'autocontrôle ne se démontre pas quand tout va bien, mais quand quelqu'un te pousse, te provoque ou essaye de te faire perdre l'équilibre. Là, à cet instant où la fierté exige de crier, l'ego demande à répondre et la colère cherche vengeance, c'est là que se voit ta véritable force. Répondre calmement n'est pas se rendre, c'est une forme de stratégie. Celui qui répond sans réfléchir s'expose.
Celui qui garde le silence par sagesse domine le terrain. Sénèque disait qu'aucun ennemi ne peut faire plus de mal que soi-même lorsqu'on se laisse gouverner par la colère. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un t'irrite, demande-toi si cela vaut la peine de leur donner ta paix. Parce qu'en perdant ton calme, tu donnes du pouvoir. Tu permets à d'autres de contrôler tes émotions et ton énergie. Et quand tu tombes dans ce jeu, tu n'es plus maître de toi. Tu es une marionnette qui bouge au rythme des provocations des autres. Dans la vie quotidienne, le calme ne se démontre pas seulement dans les grands conflits, mais aussi dans les petits moments. Quand le trafic s'arrête, quand quelqu'un interrompt, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Il est facile d'être patient en théorie, mais le véritable test survient lorsque l'impatience te ronge de l'intérieur. Et c'est là que tu dois te rappeler que la sérénité n'est pas une émotion naturelle, c'est une compétence entraînée. Chaque jour, tu as des occasions de la renforcer. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de répondre à partir de la raison, pas de l'impulsion. Le calme est un pouvoir silencieux. Dans un monde qui réagit par instinct, celui qui garde son calme devient imprévisible et donc fort. Les personnes qui parviennent à conserver leur sérénité au milieu du chaos inspirent le respect. Parce que le calme ne se feint pas, il se rayonne. Et celui qui le possède transmet un sentiment de sécurité que les autres ne peuvent ni acheter ni imiter. Marc Aurèle a écrit que l'esprit tranquille est invincible, car il ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qu'il décide à l'intérieur. Imagine que quelqu'un te crie dessus en public, te provoque ou te défie. Si tu réponds avec le même feu, vous perdez tous les deux. Mais si tu gardes un regard serein, parles clairement et choisis tes mots avec fermeté, tu désarmes l'autre sans avoir besoin de l'affronter. Ce contrôle transforme la tension en respect. Les gens n'admirent pas celui qui réagit, ils admirent celui qui maîtrise sa réaction. Parce que dans un monde où tout le monde cherche à avoir le dernier mot, le sage choisit d'avoir le dernier calme. Répondre calmement est un art, et comme tout art, il nécessite de la pratique. Commence par respirer avant de parler, compte jusqu'à 3 avant de répondre, et observe tes pensées sans te laisser emporter par elles. Ne cherche pas à gagner des discussions, cherche à garder ta paix. Ne rivalise pas pour avoir raison, rivalise pour conserver ton équilibre. Le calme est ton bouclier le plus puissant, et le maîtriser te rend imperturbable, quelqu'un qui ne peut être déplacé par la provocation ni vaincu par le chaos. Parce que le véritable guerrier ne se bat pas contre le monde, il se bat contre son propre élan. Et quand il gagne cette bataille, il a déjà gagné toutes les autres. 2. Résoudre en silence. Le bruit ne résout rien. C'est comme essayer de calmer une tempête en criant au vent. Plus tu parles de tes problèmes, plus tu les nourris, plus tu les fais grandir. La plupart des gens pensent que tout exprimer est une façon de libérer la tension. Mais en réalité, c'est souvent une façon de gaspiller de l'énergie. Le véritable autocontrôle ne réside pas dans l'explication au monde de ce que tu vas faire, mais dans le fait de le faire sans l'annoncer. Les solutions les plus efficaces sont construites en silence, tandis que d'autres discutent encore de ce qu'il faut faire. Les gens forts n'ont pas besoin de crier leur plan, ni de partager chaque pas qu'ils font. Ils comprennent que le progrès réel n'a pas besoin de témoins, juste de constance. En revanche, les faibles cherchent l'approbation avant d'agir. Ils ont besoin de la validation des autres pour se sentir sûrs de leurs décisions. Mais le silence te donne de l'indépendance. Il te donne du pouvoir. Parce que lorsque tu te tais, personne ne peut saboter ce qu'il ne connaît pas encore. Personne ne peut interférer dans un processus que toi seul comprends. Sénèque disait que le sage ne cherche pas la gloire, mais l'efficacité. Ce qui est important, ce n'est pas qu'il sache ce que tu fais, mais qu'il voit les résultats lorsque tout est fait. Résoudre en silence est une pratique qui exige de la maturité. Cela signifie que tu as cessé d'utiliser les mots comme refuge et que tu as appris à faire confiance à l'action. Les stoïciens le comprenaient bien. Le contrôle ne se démontre pas en parlant de ce que tu vas faire, mais en faisant ce que tu as dit que tu ferais, sans bruit. Et ce type de discipline dérange les insécurisés, car cela leur rappelle ce qu'ils ne peuvent pas faire, agir sans dépendre de la reconnaissance. Dans la vie de tous les jours,
Le silence est aussi un bouclier. Lorsque quelqu'un te provoque, garde tes mots. Tu n'as pas à te défendre devant quelqu'un qui ne mérite pas d'explication. Lorsque tu fais face à un obstacle, travaille dessus sans parler de ta fatigue. Lorsque tu planifies un changement important, ne l'annonce pas, construis-le. Les racines ne font pas de bruit, mais elles soutiennent tout un arbre. Il en va de même pour ta croissance. Si tu as besoin que tout le monde la voie, tu ne grandis pas, tu cherches seulement de l'attention. La sérénité du silence te donne de la clarté. Quand tu te tais, tu écoutes mieux tes pensées. Tu sépares l'urgent de l'important et tu trouves la bonne réponse. Parler trop, en revanche, brouille le jugement, laisse entrer les opinions des autres, déforme la direction. Résoudre en silence ne signifie pas t'isoler, mais être sélectif avec ce que tu partages. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes luttes, et tout le monde ne saura pas comprendre ton processus. Certains attendront même ta chute pour se sentir supérieur. C'est pourquoi protéger ton silence, c'est protéger ta paix. Marc Aurèle a écrit que l'esprit tranquille est une forteresse, et que le sage ne se laisse pas emporter par le besoin de s'expliquer. Résoudre en silence, c'est construire cette forteresse en toi, brique par brique, jour après jour, sans applaudissements ni spectateurs. Lorsque tu accompliras quelque chose, tu n'auras pas besoin de dire « je l'ai fait ». Les résultats parleront pour toi. Parce que les véritables réalisations ne font pas de bruit, seulement de l'impact. Dans un monde où tout le monde veut être vu, le silence devient ton avantage. Les gens se demandent ce que tu prévois, ce que tu penses, pourquoi tu ne réagis pas. Et cette incertitude te donne du pouvoir. Le silence n'est pas vide, c'est une stratégie. Et lorsque tu apprends à l'utiliser, rien ni personne ne peut anticiper ton prochain pas. Il ne s'agit pas de cacher, il s'agit de protéger. Parce que lorsque tu parles moins et agis plus, tu arrêtes de chercher l'approbation et commences à construire le respect. Et cela, plus que n'importe quel mot, laisse une trace. 3. Agis, ne te vante pas. Le lion ne rugit pas pour qu'on le craigne, il rugit parce qu'il sait qu'on l'écoute. Il n'a pas besoin d'expliquer à la forêt qui il est, sa présence suffit. En revanche, l'homme moderne a inversé cet ordre. Il parle trop, se vante trop, cherche à être vu plus qu'à être réel. Nous vivons à une époque où beaucoup veulent démontrer leur grandeur, mais peu veulent la construire. Le véritable pouvoir ne se publie pas, il se perçoit. Agir sans fanfaronner, avancer sans bruit et réussir sans l'annoncer est une marque de maturité et de maîtrise de soi que peu comprennent. Lorsque tu ressens le besoin de te vanter de tes actions, de tes réalisations ou de tes connaissances, au fond, tu cherches une validation. Tu demandes aux autres de confirmer ta valeur. Mais celui qui sait vraiment qui il est n'a pas besoin de le faire. Sénèque disait que les actes valent plus que les mots, et il avait raison. Les mots sans acte sont de la fumée, et les actes sans bruit sont du feu réel. Chaque fois que tu parles de ce que tu vas faire, tu dilues ton énergie. Chaque fois que tu agis en silence, tu la multiplies. Car ce qui est construit calmement a des racines plus profondes que ce qui est crié pour obtenir des applaudissements momentanés. Se vanter est une faiblesse déguisée en confiance. Celui qui a besoin de montrer constamment ce qu'il fait révèle son insécurité. C'est comme celui qui montre ses médailles pour se rappeler qu'il a gagné une fois, tandis que le sage continue de s'entraîner en silence. Les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui s'exaltent, mais celles qui laissent leurs résultats parler pour elles. L'homme qui maîtrise son besoin d'être admiré devient libre, car il ne vit plus en fonction de l'opinion des autres. Agir en silence te donne quelque chose que le bruit ne peut jamais te donner, la paix intérieure et une concentration absolue dans la vie quotidienne. Cela signifie arrêter d'expliquer tes objectifs et commencer à les réaliser. Si tu vas à la salle de sport, tu n'as pas besoin de le publier, tu as besoin de le faire. Si tu construis un projet, ne l'annonce pas, consacre-lui des heures réelles. Si tu changes, ne le dis pas, laisse le changement se faire remarquer. La cohérence entre ce que tu fais et ce que tu es vaut plus que tout discours sur la discipline. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. L'ego cherche l'attention, mais l'action cherche un but. Lorsque tu te concentres sur l'action, sans te soucier d'être vu, ton esprit se libère de la comparaison.
tu ne te bats plus contre les autres, mais contre toi-même. Chaque progrès, aussi petit soit-il, devient une victoire personnelle. Tu n'as pas besoin d'approbation, car le progrès réel se ressent, il ne se publie pas. Et c'est ce qui dérange beaucoup, qu'il y ait des personnes qui avancent sans bruit, qui s'améliorent sans se vanter, qui grandissent sans demander la permission. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'a pas besoin de témoins. La grandeur authentique se démontre dans le caractère, dans la discipline constante, dans l'humilité de continuer à apprendre. Ne te mesure pas à ce que tu montres, mesure-toi à ce que tu fais quand personne ne te regarde. Ceux qui vivent pour être vus s'épuisent rapidement, car leur énergie dépend du regard des autres. En revanche, ceux qui agissent à partir de leurs convictions internes ont une source inépuisable de force. Agir sans se vanter est une forme de respect envers soi-même. C'est savoir que ta valeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui t'applaudissent, mais à la manière dont tu tiens tes promesses. Tu n'as pas besoin de raconter ce que tu fais, il suffit de le faire avec excellence. Car le bruit attire les curieux, mais l'action constante attire le respect. Ne cherche pas la reconnaissance, cherche des résultats. Et quand ils arrivent, ne t'arrête pas pour les célébrer devant le monde, continue d'avancer. Le véritable succès ne se crie pas, il se démontre par des actes. 4. Évite les ragots. Le ragot est comme une braise qui semble petite, mais si tu la tiens trop longtemps, elle finit par te brûler les mains. Chaque mot que tu prononces sur la vie d'un autre, chaque commentaire déguisé en opinion innocente alimente un feu qui tôt ou tard se retourne contre toi. Les personnes sages savent rester à l'écart de cette fumée toxique, car elles comprennent que parler des autres ne dit rien sur eux, mais révèle beaucoup sur toi. Le besoin de commenter la vie des autres est un signe de vide intérieur, de désordre mental, de manque de but. Lorsque ton esprit est occupé à construire, tu n'as pas le temps de détruire avec des mots. Les stoïciens le comprenaient très bien. Marc Aurèle écrivait qu'on ne doit parler que lorsque les mots sont meilleurs que le silence. Et le ragot ne l'est jamais. Chaque fois que tu y participes, tu perds en crédibilité. Tu te dévalues et tu deviens prisonnier du bruit. Les conversations qui tournent autour des défauts des autres t'éloignent de ton centre, te dispersent, te volent de l'énergie. C'est comme essayer d'avancer avec une pierre dans chaque poche. Plus tu te plonges dans cette habitude, plus tu t'enfonces dans la médiocrité. Le ragot ne fait pas seulement du mal à l'autre, il contamine aussi ton esprit. Ce que tu entends et répètes laisse des traces dans ta pensée. Il nourrit des jugements, des ressentiments, des comparaisons. Tu finis par voir le monde avec le regard tordu de celui qui se délecte de l'erreur des autres. Et cette perspective t'affaiblit. Parce que pendant que tu observes les défauts des autres, tu négliges les tiens. Pendant que tu parles des échecs des autres, tu retardes tes propres progrès. Le sage, en revanche, utilise chaque conversation pour apprendre, non pour juger. Il préfère parler d'idées, non de personnes. Éviter les ragots n'est pas t'isoler, c'est élever ton énergie. Cela signifie choisir des conversations qui te stimulent plutôt que de t'épuiser. Cela signifie protéger ton esprit du poison de la curiosité vide. Lorsque quelqu'un t'invite à parler mal d'un autre, ne participe simplement pas. Tu n'as pas à corriger, ni à discuter, juste à te taire. Le silence met mal à l'aise ceux qui vivent du bruit. Ton indifférence sera plus puissante que n'importe quel mot. Apprendre à garder le silence au milieu des ragots est une forme de maîtrise de soi, une déclaration que ton esprit n'est plus disponible pour le trivial. Sénèque disait que l'oisiveté est le terrain fertile où poussent les vices, et le ragot est l'un des plus courants, car il naît du temps mal utilisé. Lorsque tu n'as pas de direction, lorsque tu ne sais pas où concentrer ton énergie, il est facile de te distraire avec la vie des autres. Mais lorsque tu as des objectifs clairs, cela ne t'intéresse tout simplement pas. Tu es tellement occupé à construire la tienne que tu n'as pas de place pour commenter celle des autres. C'est la vraie différence entre celui qui progresse et celui qui stagne. Le premier parle de son but, le second des personnes qui l'entourent. Dans la vie publique, le ragot devient un reflet de faiblesse. Chaque fois que tu critiques quelqu'un, la seule chose que tu projettes est l'insécurité. Les personnes avec une force intérieure n'utilisent pas les mots pour rabaisser les autres.
elles utilisent des actions pour se surpasser. Celui qui a besoin de parler mal de quelqu'un révèle plus de lui-même que de sa cible. Le respect ne se gagne pas en diffusant des erreurs, mais en maîtrisant la langue lorsque l'ego demande à parler. Éviter les ragots est une forme d'hygiène mentale. Tout comme tu nettoies ton corps, tu dois nettoyer ton environnement de conversations toxiques. Si quelque chose ne t'apporte rien, ne l'écoute pas. Si une conversation te laisse avec un sentiment de culpabilité ou de malaise, éloigne-toi. Concentre ton énergie sur toi, sur ta croissance, sur ton amélioration. Ne nourris pas les rumeurs, nourris ton caractère. Parce que le silence face au ragot n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. 5. Aie confiance en toi. Il y a un moment dans la vie où tu te rends compte que personne ne viendra te sauver. Et cet instant, bien qu'il fasse mal, libère aussi. Parce que tu comprends que la force que tu cherches à l'extérieur est en toi. La confiance ne se trouve pas dans les paroles des autres ni dans les éloges. Elle se construit dans le silence de tes propres actes. C'est comme une graine. Elle a besoin d'obscurité, de constance et de patience avant de germer. Celui qui a confiance en lui ne le dit pas, il le démontre. Il n'a pas besoin d'approbation, car sa sécurité ne dépend pas des applaudissements, mais de la cohérence. Le problème est que beaucoup vivent en doutant de leur valeur, en attendant que quelqu'un leur confirme ce qu'ils devraient déjà savoir. Cette dépendance est une forme de faiblesse, une chaîne invisible qui maintient les gens prisonniers du jugement d'autrui. Lorsque tu cherches la validation, tu cèdes le pouvoir. Ton esprit devient l'otage des attentes des autres. Mais quand tu as confiance en toi, tu reprends le contrôle. Non pas parce que tu crois que tu es parfait, mais parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu pourras y faire face. L'autoconfiance ne naît pas de l'ego, elle naît de l'expérience. De tomber, de se relever, de continuer sans abandonner. Les stoïciens enseignaient que rien d'extérieur ne peut te priver de ta tranquillité si tu maîtrises ton intérieur. Épictète disait que la véritable liberté commence lorsque tu cesses de dépendre de ce que tu ne contrôles pas. Et l'une de ces choses est l'opinion des autres. Si tu fais ce qui est juste, tu n'as pas besoin de te justifier. Si tu sais qui tu es, tu n'as pas à l'expliquer. Chaque fois que tu doutes de toi, ton esprit commence à chercher des signes à l'extérieur pour se sentir en sécurité. Mais la sécurité ne se trouve pas là-bas, elle se forme à l'intérieur. Aie confiance en ton jugement, en tes décisions, en ta capacité à résister. Avoir confiance en toi signifie aussi arrêter de te comparer. Personne ne vit ton histoire, personne ne porte tes batailles. Chaque personne avance à son rythme, et mesurer ton progrès à l'aune de celui d'un autre est une forme d'auto-sabotage. L'accent est mis sur toi, sur l'amélioration un peu plus chaque jour, sur le fait de le faire sans bruit, sans hâte, sans besoin de le prouver. Marc Aurèle disait qu'un esprit tranquille voit clairement, et la clarté n'arrive que lorsque tu as confiance en ton chemin, même si tu ne vois pas la fin. En pratique, avoir confiance en soi se démontre au quotidien. Quand tu fais face à un problème, et que tu choisis de réfléchir avant de réagir. Quand tu prends une décision et que tu la maintiens, même si d'autres la remettent en question. Quand tu échoues et que tu ne te punis pas, mais que tu apprends. L'autoconfiance se construit avec de petits actes de cohérence. Il ne s'agit pas de croire que tout ira bien, mais de savoir que, si ça va mal, tu pourras y faire face. C'est la différence entre l'optimiste naïf et le sage stoïcien. La confiance silencieuse a du pouvoir. Elle n'a pas besoin de s'exhiber, elle se ressent. Les personnes sûres d'elles ne cherchent pas l'attention, car leur calme parle pour elles. En revanche, ceux qui doutent d'eux-mêmes ont tendance à exagérer, à se défendre ou à tout justifier. Mais quand tu as confiance en toi, tu n'as rien à prouver. Tu deviens quelqu'un de stable, quelqu'un qui ne se brise pas face à la critique et ne s'enflamme pas face à l'éloge. Et cela déconcerte, car la société actuelle se nourrit de l'insécurité collective. Aie confiance en toi-même quand personne d'autre ne le fait. Surtout quand personne d'autre ne le fait, parce que c'est à ce moment-là que naît ta véritable force. Ne te contente pas de faire partie du bruit, sois celui qui avance avec certitude pendant que les autres cherchent l'approbation. La confiance ne s'impose pas, elle se cultive avec discipline et autoconnaissance. Si tu sais qui tu es, rien ne te fera chanceler.
Et quand tu y arrives, ta présence devient ferme, ta parole a du poids et tes actions inspirent. Parce qu'au final, celui qui a confiance en lui n'a pas besoin de le prouver. Sa sérénité dit tout. 6. Garde tes limites. Une porte sans serrure invite n'importe qui à entrer. Il en va de même pour les personnes qui ne savent pas poser de limites. Elles laissent ouvert l'accès à leur énergie, leur temps et leur paix. Et quand cela arrive, l'épuisement ne tarde pas à apparaître. Les limites ne sont pas des murs pour éloigner les autres, ce sont des barrières invisibles qui protègent ce que tu as de plus précieux, ton équilibre. Apprendre à dire non avec sérénité est l'une des formes les plus puissantes de maîtrise de soi. Car celui qui ne sait pas garder ses limites finit par céder à tout. Et celui qui cède à tout perd le respect, l'énergie et la direction. L'erreur de beaucoup est de croire que poser des limites est de l'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est une expression d'amour de soi. Tu ne peux pas prendre soin de ce que tu as si tu permets à n'importe qui de l'envahir. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Épictète disait que l'homme sage sait distinguer ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Ton temps, ton attention et ta paix intérieure t'appartiennent, et les protéger ne nécessite la permission de personne. Chaque fois que tu laisses les autres décider pour toi, manipuler tes émotions ou abuser de ta disponibilité, tu cèdes du pouvoir. Et ce pouvoir, une fois cédé, est difficile à récupérer. Garder tes limites implique de connaître ta valeur. Si tu ne sais pas qui tu es, ni ce que tu mérites, tu accepteras des miettes, tu toléreras des manques de respect et tu justifieras des comportements qui t'épuisent. Mais quand tu as de la clarté sur toi-même, tu commences à être sélectif. Non par orgueil, mais par paix. Le sage ne se vexe pas pour tout, mais il ne permet pas non plus tout. Il comprend qu'il y a des batailles qui ne valent pas son énergie. Les gens confondent patience avec soumission, mais il y a une énorme différence. Celui qui a de la patience agit depuis le calme. Celui qui se soumet le fait depuis la peur. Dans la vie quotidienne, garder tes limites signifie ne pas participer à des conversations qui te drainent, ne pas accepter des engagements que tu sais qui te surchargent et ne pas rester où tu sens que ta valeur n'est pas reconnue. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais d'établir des portes avec discernement. Tout le monde ne mérite pas le même accès à toi. Sénèque disait que le sage choisit avec qui il s'entoure, parce que la compagnie influence l'âme. Et ce choix ne se fait pas avec le cœur, il se fait avec la raison. Quand tu apprends à protéger ton espace, tu apprends aussi à protéger ton énergie. Tu arrêtes de tout justifier, de t'expliquer autant, d'essayer de plaire. Les personnes qui te valorisent n'ont pas besoin que tu t'épuises pour le prouver. Et celles qui ne le font pas ne changeront pas, même si tu te forces 2 fois plus. Garder tes limites te rend prévisible pour toi-même, mais imprévisible pour les autres, car personne ne peut manipuler celui qui n'a plus peur de décevoir. En public, les limites se projettent dans ta posture, dans ton silence, dans la façon dont tu réponds à ce qui te dérange. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour marquer une distance, ta contenance suffit. Celui qui ne réagit pas avec agressivité, mais qui ne se laisse pas non plus entraîner, impose le respect de manière naturelle. Marc Aurèle disait que l'esprit calme est inébranlable, car il ne dépend pas du chaos extérieur. Ce calme naît lorsque tu sais où tu finis et où commencent les autres. Garder tes limites est aussi un acte d'humilité, car tu reconnais que tu ne peux pas tout faire, ni être partout. Choisir ce qui mérite ton attention est une façon de prioriser l'essentiel. Et quand tu le fais, ta vie s'organise, tes relations s'améliorent et ton esprit se renforce. N'aie pas peur de perdre des personnes en posant des limites. Les bonnes resteront, les mauvaises partiront. Et cette épuration est nécessaire. Ta maîtrise de soi se mesure aussi parce que tu décides de ne pas permettre. 7. Contrôle ta colère. La colère est comme une étincelle dans une pièce sombre pleine de poudre à canon. Une seconde d'inattention et tout ce que tu as construit peut brûler. Il n'y a pas d'émotion plus rapide à s'enflammer, ni plus destructrice dans ses conséquences. L'ironie est que souvent, la colère ne détruit pas ce qui nous entoure, mais nous-mêmes. Chaque fois que tu perds le contrôle, tu perds aussi de l'énergie, de la concentration et de la dignité.
La force qui pourrait être utilisée pour avancer finit consommée dans une explosion momentanée qui ne laisse que fatigue et regret. Contrôler la colère ne signifie pas ne pas la ressentir. Cela signifie ne pas la laisser te dominer. La plupart confondent le calme avec la faiblesse. Ils pensent que répondre avec sérénité est une capitulation, alors qu'en réalité c'est une démonstration de pouvoir. N'importe qui peut crier, n'importe qui peut réagir, mais seul un véritable sage peut rester ferme sans perdre son sang-froid. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui nous offensent. Et dans cette phrase, il y a une leçon profonde. Tu n'es pas ce que les autres te font, tu es ce que tu décides de faire avec ce qu'ils te font. Quand tu réponds avec colère, tu te rabaisses au niveau de celui qui t'a provoqué. Mais quand tu choisis le calme, tu t'élèves. La colère est une émotion qui cherche à sortir avec urgence. Elle a l'impression que si elle n'agit pas immédiatement, elle explose. Mais le contrôle est la pause qui la désarme. Cette pause, bien que brève, est du pouvoir pur. Quand tu sens que ton sang bout, que tes mains tremblent ou que les mots s'accumulent dans ta gorge, arrête-toi. Respire. Ne cède pas. Chaque seconde de retenue est une victoire sur toi-même. Épictète disait que personne ne peut te rendre en colère si tu ne le permets pas, car les offenses ne viennent pas des actes, mais de l'interprétation que nous en faisons. C'est ton esprit qui décide si quelque chose t'affecte ou non. Dans la vie quotidienne, contrôler la colère est plus difficile qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les disputes, mais d'entraîner l'esprit à ne pas réagir aux choses triviales. Le trafic, un regard, un commentaire déplacé, tout devient un test. Mais chacun de ces tests est aussi une opportunité pour te renforcer. Le calme ne s'apprend pas en lisant, il s'apprend en résistant. Quand tu choisis de ne pas répondre avec fureur, tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Parce que garder son calme te permet de rester maître de toi-même. Et celui qui se maîtrise n'a besoin de dominer personne. La colère, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, te vole ce qu'il y a de plus précieux, la clarté. Les décisions prises avec colère sont presque toujours des décisions que tu regrettes par la suite. C'est pourquoi les stoïciens disaient que l'émotion la plus coûteuse est la colère, car elle te fait payer avec ta paix ce qui ne vaut rien. Si quelque chose ou quelqu'un réussit à te sortir de ton centre, il ne te fait pas de mal, il te révèle où tu as encore du travail à faire. Chaque provocation est un miroir qui montre les fissures de ton autocontrôle. Contrôler la colère n'est pas se réprimer, c'est diriger l'énergie. C'est comprendre que cette force, si tu la canalises, peut devenir de la détermination, de la concentration, un élan pour t'améliorer. Ne laisse pas ton feu brûler, utilise-le pour forger. Car la différence entre celui qui se laisse consumer et celui qui maîtrise son feu est la même qu'entre le fer et l'épée. Les deux sont identiques, mais l'un a été trempé. En public, le calme face à la provocation impose le respect. Non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu ne dis pas. La sérénité déconcerte, désarme, déroute. Celui qui espérait te voir perdre le contrôle se retrouve face à quelqu'un qui ne réagit pas, qui observe et choisit. Et cette maîtrise est la marque d'un caractère fort. La colère est l'esclavage, le contrôle est la liberté. La maîtriser ne te rend pas froid, elle te rend sage. 8. Travaille en silence. Le bruit attire les regards, mais le silence construit des empires. Chaque personne que tu vois réussir en surface a dû passer des années à travailler en profondeur, où personne n'applaudissait ni ne reconnaissait son effort. Ce qui est visible naît toujours de l'invisible, tout comme les racines soutiennent l'arbre sans que personne ne les voie. Travailler en silence n'est pas se cacher, c'est se concentrer. C'est comprendre que le véritable progrès n'a pas besoin de témoins, juste de constance. Ceux qui parlent trop de ce qu'ils vont faire le font presque jamais. Ceux qui le font vraiment sont trop occupés pour parler. Dans une société obsédée par la démonstration des résultats, le silence est devenu une forme de rébellion. Tout le monde veut montrer ses progrès, partager ses plans, projeter une image de succès. Mais la plupart ne cherchent pas à s'améliorer, ils cherchent à impressionner. Travailler en silence est un acte d'humilité et de pouvoir. Humilité, parce que tu reconnais que le chemin compte plus que la validation.
pouvoir, parce que pendant que les autres parlent, tu crées. Marc Aurèle disait que le travail du sage n'est pas de parler de vertu, mais de la pratiquer. Il en va de même pour la discipline. Elle ne se démontre pas avec des mots, elle se prouve par l'action. Le silence est aussi un bouclier. Quand personne ne sait ce que tu fais, personne ne peut interférer. Chaque mot que tu lâches sur tes objectifs ouvre une porte aux opinions, aux comparaisons et aux distractions. Tu n'as pas besoin d'expliquer à quiconque pourquoi tu travailles autant, ni de justifier tes décisions. Ton processus est le tien, et la plupart ne le comprendront pas. Les grands changements commencent toujours en silence. Celui qui travaille sans chercher l'attention grandit sans limite. Celui qui cherche l'attention s'épuise dans le besoin d'être vu. Travailler en silence ne signifie pas t'isoler du monde, mais cesser de dépendre de son approbation. Cela signifie apprendre à apprécier le processus sans attendre une reconnaissance immédiate. Chaque heure d'effort invisible compte. Chaque sacrifice sans applaudissement construit une base solide. Les stoïciens savaient que la véritable satisfaction vient de l'action, pas de l'éloge. Sénèque disait que le sage trouve de la joie à faire le bien, pas à être reconnu pour cela. C'est l'essence du travail silencieux, le faire par conviction, pas pour l'attention. Dans la vie quotidienne, appliquer cela signifie arrêter d'annoncer tes plans avant de les réaliser. Ne dis pas au monde que tu changes, change. Ne dis pas que tu apprends, étudie. Ne dis pas que tu t'améliores, améliore-toi. Parce que chaque mot que tu prononces sans action affaiblit ton engagement. Parler est devenu une forme moderne de procrastination. Quand tu racontes ce que tu vas faire, ton cerveau ressent la même satisfaction que si tu l'avais déjà fait, et cette illusion te retient. En revanche, le silence te maintient affamé, concentré, discipliné. Travailler en silence te donne aussi de la clarté. Sans le bruit externe, tu peux écouter ta voix intérieure, celle qui te guide sans crier. C'est l'espace où naissent les grandes idées, où ton esprit s'organise et ton but s'affine. Ceux qui ne supportent pas le silence sont ceux qui ne supportent pas encore leur propre esprit. Mais quand tu apprends à l'habiter, le bruit du monde cesse de t'affecter. Les résultats qui se construisent en silence sont souvent les plus durables. Parce que ce qui naît sans bruit grandit sans interruption. Et quand tu fleuris enfin, personne ne peut nier ce que tu as accompli, car les actions deviennent des preuves. Tu n'as pas besoin d'explications ni de discours. Tes résultats parlent plus fort que n'importe quel mot. En public, le travail silencieux se remarque sans avoir besoin de le montrer. On le perçoit dans ta confiance, dans ton calme, dans ta maîtrise.